Mesdames, Messieurs, chers Office Managers, bonjour, bienvenue dans ce nouvel opus de notre Oh My Webinar, le rendez-vous que vous propose le club Office Manager de l'ARSEG pour réfléchir, partager les expériences et les bonnes pratiques et faire le tour de l'actualité de notre profession. Ce soir, notre session sera largement consacrée, encore une fois, et j'allais dire évidemment, à la crise sanitaire, et oui, et à ses conséquences, un peu plus d'un an après le début du premier confinement. Alors, plusieurs sujets au programme. Aujourd'hui, vous allez le voir apparaître à l'écran avec la diapositive suivante. Tout d'abord, nous parlerons des défis que pose le développement du télétravail, notamment en matière de santé et de cohésion d'équipe. Comment conserver de la proximité à distance? Ce sera la thématique de la table ronde de notre rubrique Oh My Job. Nous nous intéresserons ensuite, grâce à notre rubrique Oh My Tips, aux offres de kits mobiliers pour télétravailleurs qui commencent à apparaître, mais ne se valent pas toutes, c'est ce que nous verrons. Enfin, nous terminerons avec l'annonce officielle du lancement d'une grande étude sur la fonction Office Management qui sera réalisée par le pôle études et prospectives de l'ARSEG, et c'est Mario Fernandez qui viendra nous en parler. Voilà, un beau programme, et je vous propose de démarrer tout de suite en accueillant les participants de la table ronde de notre rubrique Oh My Job, Isabelle Meyer, Muriel Franck et Olivier Schaff, qui vont apparaître grâce à une réalisation assez extraordinaire. Voilà, vous voyez, c'est quand même digne des plus grands réalisateurs hollywoodiens. Bonjour Muriel, bonjour Isabelle, bonjour Olivier. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien, depuis la dernière fois. Bon, tant mieux. Alors, je vous présente, Isabelle Meyer, vous êtes consultante senior et ingénieure pédagogique chez Green Working, un cabinet de conseil et de formation en innovation managériale. Donc, bonsoir Isabelle, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Muriel Schaff, Muriel, bienvenue. Alors, tu es Office Manager pour Mattel en France. Mattel, un des leaders mondiaux bien connus du jouet. Et tu es aussi co-animatrice du club Office Manager de l'ARSEG que tu as contribué à créer. Merci de ta présence. Merci. Bonsoir à tous. Et enfin, last but not least, j'accueille Olivier Schaff. Olivier, bonsoir. Tu es Office and Happiness Manager de la société Good, point d'exclamation, cabinet conseil en agilité pour les entreprises et co-animateur avec Muriel du club Office Manager de l'ARSEG. Un grand merci de ta participation ce soir. Merci à vous. Alors, notre thème ce soir, le voir sur la diapositive suivante, a été le fruit de plusieurs échanges préparatoires entre nous. J'en profite pour vous accueillir tous, vous qui nous regardez évidemment, bien sûr, vous pouvez échanger, vous avez déjà commencé à le faire sur le chat, nous dire si tout va bien de votre côté, côté son et image. On est ravis de vous retrouver évidemment. Vous allez voir, vous allez pouvoir participer aussi ce soir à travers la rubrique sondage. Alors évidemment, d'abord, la rubrique chat, dans laquelle vous pouvez échanger, réagir, poser des questions, donner vos propres retours d'expérience et bonnes pratiques. Surtout, n'hésitez pas, il est fait pour ça ce chat. Et puis, une rubrique sondage au fur et à mesure de l'avancée de notre débat et de nos échanges. On vous posera aussi quelques questions et vous pourrez réagir. Voilà, on est ravis en tout cas de vous retrouver pour ce troisième opus de notre Oh My Webinar. Donc, je le disais, ce soir, je rappelle le thème « Proximité à distance, santé et cohésion d'équipe au cœur des enjeux, les office managers face au défi du télétravail ». Alors, l'idée, c'était évidemment, face au bouleversement des modes de travail qui ont été très impactés par la crise sanitaire, les office managers sont en première ligne pour maintenir une certaine proximité avec leurs collègues, malgré la distance qui s'instaure. Les enjeux sont nombreux, on va le voir, conserver la cohésion d'équipe évidemment, et malgré les perturbations, s'assurer de la bonne santé physique et mentale des collaborateurs, garantir la sécurité de tous, au bureau comme chez soi. Alors, quel constat peut-on faire de la situation?
quels sont évidemment les enjeux pour les office managers, comment est-ce qu'ils peuvent y répondre, voilà les questions que nous nous poserons avec mes invités. Alors pour démarrer, je me tourne vers Isabelle Meyer. Vous avez choisi, Isabelle, de partager quelques chiffres assez symptomatiques des impacts de cette modification parfois radicale de nos modes de travail. On va les voir apparaître à l'écran, voilà. Est-ce que vous pouvez les commenter rapidement ? Tout à fait. Alors, juste pour me représenter rapidement, donc le cabinet auquel j'appartiens, Greenworking, on a un cabinet de conseil, un organisme de formation. On travaille justement sur ces thématiques du travail à distance, de la qualité de vie au travail, de la prévention des risques psychosociaux. Et c'est vrai que nous, ce qu'on voit, notamment depuis un an, depuis le contexte de crise sanitaire, c'est qu'il y a quand même des enjeux sur lesquels on va pouvoir revenir ensemble, en termes d'onboarding, en termes d'animation d'équipe et en termes de santé au travail. Et juste quelques chiffres rapidement aussi pour remettre un petit peu en perspective. Donc, il y a des sondages qui ont été menés, notamment par l'Institut Gallup, sur les processus d'onboarding, c'est-à-dire l'intégration des nouveaux arrivants, qui montrent que seulement 12% des nouveaux arrivants sont satisfaits de leur processus d'onboarding, notamment dans le cadre du travail à distance, ce qui montre qu'il y a des pistes d'amélioration, bien sûr, à mettre en œuvre. Et d'ailleurs, on pourra partager des retours d'expérience, mais il y a beaucoup d'entreprises, d'organisations qui sont en train de revoir justement les parcours d'intégration parce que, vous le voyez bien, à distance, c'est beaucoup plus difficile aussi de se sentir intégré à l'équipe et de sentir qu'on appartient à la culture de l'entreprise, d'où l'importance du rôle d'office manager aussi pour faire le relais justement par rapport à ça. Donc ça, c'est sur le premier chiffre. Le deuxième chiffre, c'est sur l'aspect santé au travail. Donc c'est un chiffre qui vient de l'INRS sur la population active en France. 12% des personnes en France, de la population active, risqueraient en tout cas de faire un burn-out sévère, c'est-à-dire de tomber dans le syndrome d'épuisement professionnel. Et ça, on le voit, ce chiffre a augmenté aussi depuis un an, depuis le contexte justement de crise sanitaire, notamment du fait du travail à distance qui se généralise et de l'isolement aussi qui peut ressortir chez certains, de la charge de travail qui est accrue et des difficultés qu'il y a à déconnecter. Ce qui me ramène au troisième chiffre, plus 48,5 minutes, ça correspond au temps de travail supplémentaire par jour depuis le début de la crise sanitaire en moyenne. Ce qui veut dire que depuis un an, nos journées de travail se sont rallongées de pratiquement 1 heure de temps de travail travaillé supplémentaire, du fait des réunions peut-être qui sont intercalées, du fait qu'on a plus de mal à faire la distinction, à retrouver des repères aussi, puis à marquer le pas en termes de déconnexion par rapport à sa vie personnelle. Donc ça montre qu'il y a des vrais enjeux sur ces différents points en termes de cohésion d'équipe, en termes d'intégration et aussi en termes de santé au travail. Merci beaucoup Isabelle. Oui, donc voilà quelques éléments de contexte qui posent déjà bien les enjeux. Je me retourne du coup vers Muriel et vers Olivier pour que vous puissiez partager votre propre expérience. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors rapidement parce qu'on entrera un peu plus dans les détails ensuite, mais quels impacts a eu ce développement de l'usage du télétravail pour vous? On va voir sur un peu les éléments que j'ai listés sur la slide suivante. C'est les impacts à la fois sur vos surfaces, sur les locaux de l'entreprise, sur la santé, la sécurité des collaborateurs. Ça peut être sur l'accueil des nouveaux collaborateurs, parce qu'il y a eu des impacts budgétaires ou d'autres. Olivier, est-ce que tu veux démarrer? Oui, si tu veux. De notre côté, il y a eu un très très fort impact puisqu'on s'est totalement repensé en un an. C'est-à-dire qu'on est passé en total full remote dès le deuxième confinement. C'était une décision de notre part de se digitaliser à 100%. Beaucoup plus de vigilance aussi pendant toute cette période, parce qu'on a vu justement, donc comme disait Isabelle, il y a des chiffres qui sont effrayants et on le voit même à notre niveau. On voit que les gens, donc il faut porter plus d'attention, il faut changer la pédagogie, il faut changer aussi la manière de communiquer. Donc c'est toutes ces choses-là qui ont été impactées. Et puis pareil sur l'accueil des nouveaux, on n'accueille plus, ça on le verra un peu plus tard, mais on n'accueille plus les nouveaux de la même façon. Donc c'est un changement total de façon de travailler dans un temps très très court. Donc là-dessus, on n'a pas chômé. Donc, ouais. Muriel, tu partages cette… Tout à fait, on a tous évolué différemment, je pense. Alors, ce que dit Olivier, lui, il est passé en total full remote, mais surtout, je crois qu'il
peut dire qu'il n'a plus de locaux depuis. Chez nous aussi, on est en 100% télétravail, mais on a toujours nos locaux, donc ça veut dire qu'il faut aussi assurer tout ce qui est assuré sur des locaux. Et puis, permettre aussi quand même aux collaborateurs, mais on en reparlera par la suite, qui en ressentent le besoin de venir, parce qu'on a traversé il y a 1 an toute la période d'adaptation à comment on allait fonctionner de façon nouvelle. Et puis maintenant, on rentre dans la phase un petit peu de lassitude, ça devient dur, ça dure longtemps et on ne sait pas encore pour combien de temps. Donc, on s'autorise à ouvrir les locaux 1 fois par semaine pour ceux qui en ont besoin. Pardon, j'avais perdu le micro, le petit micro, voilà. Merci, merci. Alors, on a basculé un sondage. Parce que je regardais en même temps le sondage qui vous a été proposé, donc dans la rubrique sondage, hein, justement sur cette même question du développement du télétravail et des impacts pour vous. Hein, est-ce que vous avez d'ores et déjà eu des impacts sur les locaux de l'entreprise, augmentation des surfaces, diminution, abandon de surface, reconfiguration, d'ores et déjà, sur la santé et sécurité des collaborateurs, sur l'accueil ou sur le budget ou autre. Et à ce moment-là, partagez avec nous via le chat. Voilà, vous commencez à y répondre. C'est parfait. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet, notamment sur la partie de la cohésion. Hein, on va le voir sur la slide qui apparaît, sur la cohésion d'équipe. Vous nous en avez parlé, sur l'onboarding, hein, l'accueil des nouveaux collaborateurs, mais aussi sur l'animation. Comment donc est-ce qu'on crée ou recrée cette proximité à distance? Alors, quand on a préparé, l'un des premiers thèmes, hein, spontanément, que vous avez abordé, c'est le onboarding, c'est l'accueil des nouveaux collaborateurs. Comment est-ce qu'on accueille ces nouveaux collaborateurs dans la période actuelle et aussi pour les entreprises qui sont passées en full remote. Isabelle, est-ce que vous avez des retours d'expérience sur ce sujet-là, vous, parmi tous vos clients, vous en avez beaucoup, est-ce qu'on vous a beaucoup interrogé sur ce sujet de l'accueil des collaborateurs dans cette nouvelle configuration de tout télétravail ou de beaucoup plus de télétravail? Tout à fait, oui. Hein. Depuis 1 an, on voit qu'il y a beaucoup plus de demandes sur ces sujets-là. Parce qu'effectivement, la situation, elle est compliquée. Puis, comme vous l'avez dit, il y a une grande variété en fait, de situations. Déjà au niveau des organisations, puisqu'il y a des organisations qui sont passées à 100% de travail à distance, donc vraiment un onboarding qui se fait totalement à distance. D'autres organisations, c'est un peu plus hybride, un petit peu plus mixte, donc un petit peu comme ce que vous évoquiez tout à l'heure. On peut avoir 1 ou 2 jours éventuellement de retour sur site. Et c'est vrai qu'on le voit bien, hein, cette thématique de l'onboarding, elle est devenue vraiment cruciale, vraiment clé. Et par rapport à ça, pour vous partager quelques retours d'expérience aussi, donc on accompagne à la fois des organisations privées, publiques. On voit que dans tous les domaines d'activité, du côté des équipes RH, du côté des office managers, c'est l'une des thématiques clés. Et ça a amené les équipes à revoir pas mal les parcours d'intégration. Donc pour vous donner quelques retours d'expérience, pour par exemple les nouveaux arrivants, on sait qu'il y a souvent 3 composantes clés en fait qui facilitent l'intégration à distance. Il y a le degré d'ouverture qu'on a dans l'équipe. C'est-à-dire le fait d'oser, quand on est nouvel arrivant, par exemple, partager des difficultés, dire parfois concrètement qu'on ne comprend pas le vocabulaire qui est utilisé. Quand on arrive dans une nouvelle entreprise, généralement, il y a un jargon qui est utilisé dans les réunions, etc. Et souvent, en fait, on ne comprend pas les 3/4 de ce qui est dit, mais on n'ose pas forcément dire qu'on ne sait pas. Donc ça, c'est le premier point, c'est de donner justement ce climat de confiance aux équipes. Le deuxième point, après l'ouverture, c'est l'inclusion. C'est-à-dire le fait que les nouveaux arrivants puissent avoir le plus d'échanges possible avec les différents membres, à la fois de l'équipe, mais aussi des autres départements. Parce que notamment à distance, il y a moins d'interactions qui vont se faire à la machine à café, à la cantine, etc. Donc le but, c'est de pouvoir le recréer à distance. Et là-dessus, une pratique qui se fait de plus en plus dans beaucoup d'entreprises, c'est par exemple d'autoriser ou de permettre aux nouveaux arrivants de participer aux réunions des différents départements. Donc, au lieu de participer uniquement à leur réunion d'équipe, la première semaine, ils vont aller dans la réunion d'une autre équipe, la deuxième semaine dans un autre département, etc. Ce qui fait que derrière, quand ils auront des questions à poser à distance, ce sera plus facile parce qu'il y aura déjà eu un premier lien, ils pourront mettre un visage aussi sur les noms, etc.
Une autre pratique qui se fait de plus en plus, c'est les systèmes de parrainage. Donc dans les entreprises, alors certaines entreprises avaient déjà mis en place avant la crise sanitaire, mais c'est vrai que depuis un an, ça se développe de plus en plus. Parce qu'en fait, pour les nouveaux arrivants, c'est important d'avoir des points de repère. Donc il y a le point de repère du manager, mais le manager n'est pas toujours disponible. Parfois, il y a des questions qu'on n'ose pas poser au manager. Si je reprends l'exemple du jargon qui est utilisé dans l'entreprise, parfois, on n'ose pas dire à son manager qu'on n'a pas compris ce qui avait été dit pendant la réunion. Donc le parrain ou la marraine va jouer un peu ce rôle de référent sans qu'il y ait de lien hiérarchique. Ça va être un cadre aussi plus informel pour que la personne se sente aussi incluse plus facilement. Et une pratique qui se fait de plus en plus par rapport à ça, c'est que par exemple, la première semaine de l'arrivée d'un nouvel arrivant, le parrain ou la marraine va envoyer un mail du coup à toute l'entreprise en disant on souhaite la bienvenue à telle personne et va faire une petite description rapide de la personne. Donc c'est souvent 2-3 lignes sur ce que la personne a pu faire auparavant en termes d'expérience et ce qu'elle va faire dans l'entreprise, et 2-3 lignes un peu plus personnelles sur ce que la personne aime bien faire, ses hobbies, centres d'intérêt, etc. Ce qui permet d'avoir un lien un peu plus informel. Derrière, les autres personnes, quand elles vont contacter le nouvel arrivant, vont dire « Ah tiens, t'aimes bien le théâtre, moi aussi, ou t'aimes bien cuisiner. Voilà ce que j'ai cuisiné cette semaine. » Ça facilite aussi l'intégration à distance. Donc, il y a ce deuxième point-là, l'inclusion. Et le troisième point, c'est le contrôle, c'est-à-dire le fait de donner aux nouveaux arrivants la possibilité de s'exprimer, d'avoir des initiatives aussi, de prendre des initiatives et de se sentir autorisé à le faire dès le départ. Et d'être sûr qu'au moins dans les premiers jours, les premières semaines, il y a quand même une feuille de route assez claire pour que les nouveaux arrivants ne se sentent pas perdus à distance. Ça peut être l'un des risques aussi. On sait que les managers, notamment, sont quand même assez débordés dans la période actuelle. Donc, ça permet en tout cas d'avoir un relais. Et c'est vrai que les office managers ont vraiment un rôle important à jouer par rapport à ça, sur le côté humain et sur le côté aussi relais, point de référence. Donc, ça, c'est vraiment des thématiques qu'on voit de plus en plus émerger. Ouais, merci Isabelle. Pendant que vous nous présentiez ces retours d'expérience, donc vous avez deux questions qui vous ont été posées justement sur ce sujet du onboarding dans la rubrique sondage. Comment accueillez-vous les nouveaux collaborateurs, majoritairement pour le moment en format hybride, présentiel, distanciel. Et puis, voilà, est-ce que vous avez prévu des outils particuliers pour accompagner les nouveaux collaborateurs dans cette période, pas d'accompagnement particulier autre que celui du manager et de l'équipe, un parcours d'intégration distanciel, la mise en place, Isabelle nous en parlait, d'un tutorat ou d'un mentorat, un parcours d'intégration présentielle, hybride, autre, vous pouvez partager dans le chat. Olivier, tu en parlais tout à l'heure, donc alors vous êtes en plus en full remote, donc maintenant donc vous n'avez plus de locaux comme vous pouviez en avoir jusqu'à présent dédiés. Comment se passe? Qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Déjà, pour commencer, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parce qu'en fait, quand on ne se voit pas, les échanges sont différents. Donc déjà, on fait en sorte de faire beaucoup de visio, on s'appelle, on passe au final le moins possible par juste l'écrit, parce que l'écrit est super, mais ça a ses limites, surtout quand on essaie de véhiculer l'esprit d'une entreprise. Ça passe pas forcément par l'écrit. Alors c'est très bien l'écrit, mais c'est mieux quand même de l'expliquer ou de le voir. Alors, quand tu es en présentiel, c'est génial parce que tu vois les gens interagir, tu vois la culture des gens, l'entraide, etc. Donc ça, tu le vois de tes yeux et tu le ressens. Mais quand tu es chez toi tout seul, bon, c'est compliqué. Donc on essaie, quoi qu'il arrive, de faire véhiculer cela. Et surtout, on fait, comme a dit Isabelle, et qui marche très bien, le système de parrainage, c'est-à-dire d'un parrain ou une marraine. Et ça peut être vraiment très efficace puisque, voilà, comme elle a dit, on hésite des fois à parler à son manager de certaines choses qu'on n'a pas compris voilà. Alors qu'avec le parrain ou la marraine, on va peut-être plus avoir l'opportunité. Et puis, même si on est en full remote, on essaie toujours, quoi qu'il arrive, de se voir en réservant des salles de réunion sur Paris, parce qu'on est sur Paris, en réservant des petites salles de réunion sur Paris de manière très occasionnelle, pour justement rassembler malgré tout les gens, même si on est en full remote, on essaie de faire que les gens se voient, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Ça, c'est un fait. Oui, Muriel, est-ce que vous avez mis en place aussi un parcours différent, un peu plus particulier? Alors, on avait déjà un plan d'intégration qui était assez formalisé, on va dire, pour le onboarding. Un point très important, on parlait du jargon. À l'initiative de nos équipes marketing et commerciales,
on s'est mis à refaire un glossaire justement pour les nouveaux arrivants, pour au moins savoir et mieux suivre et comprendre. On a aussi, mais avant le confinement aussi, la possibilité d'avoir des parrains dans l'entreprise en entrant. Donc tout ça, ça aide. Et ce qui est, je dirais aussi très important, ce que soulignait Isabelle, c'est de rajouter peut-être dans ce plan d'intégration davantage d'entretiens individuels mais transverses, pas forcément en restant dans son service ou dans un lien hiérarchique. Mais de par cette nouvelle configuration, il est important de rencontrer les gens qu'on aurait rencontrés au coin café, en fait, de les rencontrer différemment, peut-être par juste une petite visio, un call et apprendre à se connaître. Isabelle, vous aviez un chiffre à partager, c'est 23%. C'est quoi déjà ces 23% de l'apport du système de parrainage dans ce process d'onboarding? Tout à fait, oui. Et ça rejoint totalement d'ailleurs ce que vous disiez aussi, Olivier et Muriel. Il y a une étude qui est sortie d'ailleurs l'année dernière, donc une étude qui était menée par Harvard Business Review sur l'onboarding et notamment sur le rôle de ces systèmes de parrainage et qui montrait qu'en fait les taux de satisfaction des nouveaux arrivants dans les entreprises, les organisations où il y avait un système de parrainage étaient beaucoup plus élevés que le taux de satisfaction de ceux qui n'en avaient pas. Et le taux de satisfaction, c'était 23% supérieur pour ceux qui avaient un système de parrainage au sein de l'entreprise. Donc on voit que c'est vraiment apprécié et que ça a vraiment un impact justement sur l'intégration des nouveaux arrivants. Eh oui, donc on y gagne quand même. Ce système, il est moins développé en France que dans les pays anglo-saxons. Il y a une raison particulière? Alors culturellement, c'est vrai que les pays anglo-saxons l'ont développé plus rapidement. Aussi parce qu'il y a souvent une hiérarchie qui est un peu plus plate, qui fait qu'en fait on a souvent plus de liens transverses avec les différentes personnes assez naturellement. Donc ce type de système s'est développé aussi un peu plus vite, mais on voit qu'en France, en fait, depuis un an beaucoup, mais aussi depuis 4-5 ans, il y a quand même de plus en plus ces systèmes-là qui sont mis en place parce qu'on en voit l'intérêt. Quand on regarde justement les turnovers dans les entreprises, on voit qu'il y a quand même un turnover qui peut être assez important parfois. Et quand on analyse les causes et raisons, on voit que parfois c'est pour une raison aussi d'intégration dans l'équipe. Donc ça se développe plus lentement que dans d'autres pays, mais ça se développe. Ok. Et oui, dans nos petits sondages, là, pour le moment, mise en place d'un tutorat mentorat, fait pas recette. Et puis pour le moment, on a quand même le format hybride présentiel-distanciel. C'est ce que vous disiez, c'est quand même très compliqué de faire que du distanciel pour accueillir quand même les nouveaux collaborateurs. Donc même dans la période actuelle, ce sont les formats présentiel-distanciel qui sont maintenus. C'est une bonne chose. C'est pas simple à faire, mais on voit bien que on est obligé d'en passer par là. Pour ce qui concerne les autres collaborateurs, comment est-ce qu'on continue à développer de l'animation et de la cohésion justement avec cette distance qui s'est installée? Donc question pour vous trois, comment adapter sa communication interne dans la période actuelle? Comment est-ce que vous communiquez à l'ensemble des collaborateurs, pas seulement les nouveaux aujourd'hui dans la période actuelle? Quelle communication prévoir dans la perspective du retour au bureau? Est-ce que vous avez prévu une communication particulière d'ailleurs dans la perspective du retour au bureau? Et puis, ça, c'est aussi pour Olivier, parce que c'est dans son titre, comment on fait du happiness avec des collaborateurs à distance. Allez, je commence avec toi, du coup, Olivier. Voilà. Comment on adapte sa communication interne? Est-ce que tu as prévu quelque chose en particulier dans la perspective du retour au bureau? Et puis, comment tu fais cette partie happiness de ton job avec des collaborateurs à distance? Beaucoup de questions. Ouais. Alors, déjà, comment j'adapte ma communication? Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu mis de côté l'écrit pour passer sur la vidéo, la visio ou l'audio. Ou tout simplement, enfin, ce qui marche très bien, c'est la vidéo et la visio. Tout simplement parce que voilà, la vidéo parle beaucoup plus. Alors, ça prend plus de temps à faire. Par contre, je vois que les informations passent beaucoup mieux. Parce que là, on monopolise la vue, l'auditif. Donc, bon, ça sollicite plus la mémoire. Les gens enregistrent mieux les informations et au final, ont moins de questions. Donc, d'un point de vue communication, et puis on essaie d'être beaucoup plus pédagogue qu'avant. Parce qu'avant, on mettait juste une affiche et puis si les gens ne comprenaient pas, ils nous posaient la question dans le couloir, on leur expliquait et puis voilà. Donc là, vraiment, on travaille vraiment nos communications avant.
Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais des petites vidéos qui expliquent quoi, par exemple? Bah, là, par exemple, un exemple concret, pendant le Covid, quand on avait encore des locaux avant qu'on les rende, j'ai fait toute une vidéo qui durait 4 minutes, qui montrait les locaux, comment c'était fait, quels changements on avait fait, qui expliquait les règles sanitaires, qui expliquait tout le système, etc. Pour que clairement, une fois là, qu'on a vu cette vidéo de 4 minutes, on avait toutes les informations essentielles pour interagir dans les locaux. Voilà. Et ça marche beaucoup mieux qu'un très long mail. Alors certes, c'est plus long, je ne vous le cache pas, mais au moins l'impact est beaucoup plus fort. Pour une autre question tu m'avais posé d'autres questions? Oui, est-ce que tu as prévu une communication en particulier pour le retour au bureau? Et puis, Ah, comment tu fais cette partie happiness de ton job avec des collaborateurs à distance, quoi? pour le retour au bureau, alors nous c'est un peu particulier, on est en full remote, donc c'est particulier. On a juste pris un abonnement dans un centre de coworking. Je dirais juste que pour le retour au bureau, il faut voir en fonction des besoins des collaborateurs. Parce que là aussi, certains vont le voir comme une libération, d'autres comme une punition, parce que ça va dépendre des temps de transport, des conditions de travail, de télétravail, etc. Donc, il faut vraiment analyser les besoins. Et puis, sur la partie happiness, c'est un peu pareil. Le happiness, ça varie selon les sociétés. C'est le bien-être. Mais il faut surtout, en télétravail, comprendre ce qu'attendent les collaborateurs. Donc il faut aller chercher l'info et il faut d'abord leur poser la question. Il ne faut surtout pas faire de l'happiness en disant « Ah, je vais faire ça, c'est génial, c'est sûr, ils vont adorer ». On n'en sait rien. Surtout en télétravail. En présentiel, globalement, il y a toujours un peu des actions happiness un peu classiques qui marchent bien. Mais en télétravail, on ne sait pas. Donc déjà, ce que je conseille, vu que chaque société est différente, c'est d'aller sonder par visio, questionnaire, etc., les collaborateurs. Une fois que les collaborateurs ont répondu sur ce qu'ils attendaient vraiment de la partie happiness, là, on met en place des actions. Et c'est comme ça qu'on procède, je pense, pour moi. Ouais, ouais. Il y a Archibald qui nous dit télétravail, c'est la culture de l'écrit plus un aspect asynchrone. Et puis, te demander si tu as des chiffres sur l'impact ou le pourcentage de vues justement des vidéos que tu proposes. Est-ce qu'elles sont beaucoup visionnées en interne? Est-ce que tu as des retours là-dessus? Oui, bah, elles sont. Alors, j'ai des retours des collaborateurs qui me disent qu'ils ont bien vu la vidéo et qui, généralement, ça fait mouche et qu'ils apprécient d'ailleurs le format vidéo. Sur le nombre de vues, bah, on n'est pas beaucoup dans l'entreprise, donc ça fait pas des milliers de vues, hein, on est une quarantaine, donc globalement, c'est vu par 80% des gens. Voilà, et c'est vrai que voilà, ça fonctionne plutôt bien. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur l'explication du centre de coworking pour justement aider les gens à interagir avec ce centre-là. Bon, bah voilà, ça m'a pris 1 heure et demie pour tout filmer, 2 heures de montage, et puis au final, une fois qu'on a vu la vidéo, on sait exactement comment s'y prendre avec ce centre de coworking. Ça a été Oui. vu par à chaque fois trois quarts des personnes de l'entreprise. Et au final, très très peu de questions qui remontent après. Alors, tu me disais aussi que vous organisiez des good days, mais du coup, à distance. Tout à Alors, vous faites fait, ça par comment? visio, donc on utilise la visio. Ouais. Donc là, c'est tous les Goudiens. L'entreprise s'appelle Good, donc on est les Goudiens. Ouais. Tous les Goudiens se rassemblent sur une journée pour parler de différents sujets concernant l'entreprise. Donc ça permet de relever certains problèmes, ça permet d'interagir et puis ça permet aussi de tous se voir. C'est vrai que c'est génial ce sentiment quand il y a le Zoom et qu'on a tous les écrans de toutes les personnes connectées avec tout le monde. Ça fait plaisir, même si ça ne vaut pas le fait de se voir en présentiel, mais écoutez, c'est déjà ça. Oui, Muriel, quand je lis les enquêtes justement sur le télétravail, souvent ce qui ressort, il y a du pour, il y a du contre, bon, un peu dans toutes les enquêtes, mais ce qui ressort quasi systématiquement, c'est que ben voilà, le télétravail, on manque toute la partie informelle. En fait, ça a fait apparaître quelque chose qui était immatériel, c'est l'aspect informel en fait des échanges qu'on peut avoir au quotidien comme ça quand on est au bureau. Comment on peut rattraper, si tant est que ce soit possible, justement cette partie informelle qui nous manque quand on est à distance comme ça? Est-ce que tu as mis en place des choses?
Alors déjà, chez nous, on s'est astreint à avoir un point très formel, par contre, systématiquement tous les mois avec toute l'entreprise. On se réunit tous virtuellement, bien évidemment, pour partager des infos, que ce soit le chiffre d'affaires ou des projets en cours, des choses comme ça. Et puis à côté de ça, pour travailler sur la partie informelle, je veux dire, moi, j'ai mis en place des choses qu'Isabelle Meyer nous avait données en conseil lors d'une des formations qu'on a pu suivre avec elle. C'est j'ai instauré un système de happy hour où on se réunit, mais pas pour parler forcément boulot, ou simplement pour partager un bon moment ensemble autour d'un thé ou autre chose. Et ça peut être le moment de se former parce qu'on a découvert une nouvelle fonctionnalité de Teams qu'on ne connaissait pas et qu'on trouve géniale et qu'on veut partager avec ses collègues. Et du coup, c'est un peu c'est un point de rendez-vous qui n'est pas obligatoire, bien sûr, plus pour passer un bon moment tous ensemble. Et on se rend compte que dans ces moments-là, quand il n'y a pas un ordre du jour bien précis, en fonction de l'humeur des gens aussi ou de ce qu'ils viennent Ah, on a perdu Muriel, il me semble. J'en profite, tiens, du coup, pour saluer Lia Bazin qui partage avec nous son retour d'expérience pour l'onboarding. Vu que nos bureaux sont fermés, j'ai fait une vidéo type visite agent immobilier pour montrer les bureaux en mode bientôt ce sera chez toi, une visite virtuelle. Ça, c'est sympa aussi à faire. Olivier, je crois que tu as fait quelque chose un peu comme ça, non? Oui. Enfin, après, sur d'autres thèmes, mais oui. Mais pour moi, l'avenir, c'est la vidéo. Donc, c'est vrai que ça a un impact beaucoup plus fort et c'est vrai que ça marche bien en termes de com, quand on sait la faire. Isabelle, est-ce que tu peux partager avec nous peut-être des expériences d'autres entreprises? Comment elles s'y prennent? On s'y prend aujourd'hui pour fédérer à distance, pour développer cette animation, cette cohésion, faire du happiness dans cette situation? Tout à fait. Alors, je rejoins totalement ce qui a été dit par Olivier. C'est vrai que ça dépend beaucoup des besoins. Dans la situation actuelle, il y a des personnes qui ont besoin vraiment de ces moments-là, de ces moments informels, d'autres personnes qui en ressentent peut-être moins le besoin ou qui ont peut-être moins la possibilité de le faire aussi en vue de leurs conditions de télétravail. Donc, je pense que c'est intéressant de recenser les besoins aussi des équipes dans un premier temps. Et après, pour partager des pratiques qui se font, alors c'est vrai que ça passe beaucoup par la visio, notamment par Teams, par Zoom. Ça peut être un petit peu ce qu'évoquait Muriel, c'est-à-dire ces happy hours où on va se rassembler. Ça peut être sous forme de pause café virtuelle. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça, donc qui mettent par exemple des points pause café virtuelle facultative. Donc on y va si on est intéressé, si on est disponible, aucune obligation. Mais on s'aperçoit que dans la pratique, la plupart des personnes y vont. C'est souvent des créneaux de 15-20 minutes dans la journée. Ça peut être en début de matinée ou plutôt vers le milieu, la fin de l'après-midi. Pour avoir un moment informel, on va parler de tout et de rien, comme si on était un petit peu à la machine à café. Alors, sans café partagé, parce que chacun le fera chez soi, mais c'est quand même un moment aussi convivial. Et il y a aussi d'autres pratiques qui se font, qui peuvent paraître surprenantes, mais qui fonctionnent bien aussi à distance. Je pense notamment à tout ce qui est after work ou événements collectifs. C'est vrai qu'on se dit, avec la distance, ça va être compliqué de rassembler, de fédérer sur Zoom, sur Teams, etc., parce qu'on ne va pas se voir directement. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même une demande des équipes et que ça fonctionne bien. Parfois, c'est sous forme de blind test, par exemple, des blind tests. Alors, on peut les animer d'ailleurs avec des quiz. Il y a maintenant des outils digitaux qui permettent, y compris gratuitement d'ailleurs, de créer des quiz. Donc, ça peut être sous ce format-là. Ça peut être des formats courts, justement. Ça peut être 20 minutes, 30 minutes, 1 heure parfois. Mais ça permet de se retrouver un peu comme si c'était un after work. Donc, ça se fait parfois sous forme de blind test. Ça peut être sous forme d'escape game. Je crois d'ailleurs que chez Mattel, il y avait un escape game qui avait été organisé. Et en fait, ça fonctionne bien à distance. J'allais parler des escape games parce que j'en entends parler. Ça fonctionne ces escape games, Muriel? Ça marche quand même? Alors, on a fait ça pour notre fête de fin d'année, en fait. On l'a fait sous forme d'escape game. Ça a été un moment fort sympathique, de super cohésion, parce qu'on s'est retrouvés dans des équipes avec des collègues qui ne sont pas forcément de notre service, bien évidemment, et avec le plaisir de se retrouver, puis d'avoir un objectif ludique. En plus, travaillant dans le jouet, c'est vrai qu'on a un peu l'esprit à vouloir tout le temps jouer.
Donc c'est très bien. Et pour rebondir là-dessus, on vient justement de faire un team building avant qu'on commence le webinar, qui était aussi très, très sympa, où là, on n'était pas en petites équipes, mais on était tous ensemble, où on a pu faire du dessin, de la boxe, de la danse, enfin, et on se rend compte que même devant nos caméras, on arrive encore à faire des choses et à passer de bons moments. Ouais. Qui est-ce, Isabelle, qui est-ce qui crée toutes ces animations? Vous-même, vous en proposez, vous en créez, ou un escape game? Qui est-ce qui monte un escape game virtuel comme ça à distance? Alors généralement, nous on va plutôt être sur entre guillemets sur comment est-ce qu'on peut organiser, fédérer à distance, donc sur des pratiques. Mais après sur les événements, souvent d'ailleurs c'est ou les RH ou les office managers qui prennent le relais parce qu'il y a beaucoup de bonnes idées. Et parce que aussi, c'est justement l'un des rôles clés dans la situation actuelle. Les office managers sont un vrai relais en fait pour les équipes, pour réinstaurer du lien et de l'informel à distance, pour continuer à disséminer aussi les valeurs de l'entreprise, la culture de l'entreprise. Et typiquement, c'est souvent l'équipe RH et les office managers, ça dépend un petit peu des organisations, qui s'occupent justement de ce type d'événement. Eh oui. Je vois que Virginie Glacé partage les cafés Teams. Oui, mais c'est vrai que au début, lors du premier confinement, ça s'est fait et les gens appréciaient. Après, il y a eu un peu une baisse et là, on a l'impression que ça revit, mais de manière plus spontanée. Peut-être que ça a été fait la première fois. Peut-être que ça s'instaure de manière plus spontanée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez réagir aussi via le chat. J'ai eu le sentiment qu'il y a eu un petit essoufflement et puis que là, voilà, peut-être aussi la créativité, on utilise mieux, on a un peu plus l'habitude des outils aussi et donc du coup, on adapte aussi peut-être les formats, je ne sais pas. Question suivante aussi pour vous. Alors cette fois sur la partie santé et sécurité des collaborateurs. Quand on a préparé, vous me disiez, mais finalement, on a un peu Olivier Muriel a un rôle de baromètre, de gardien du temple. Et notamment, par exemple, Olivier qui disait en santé, est-ce qu'il faut jouer au docteur sans diplôme? C'est-à-dire, en fait, c'est vrai que vous êtes aussi un relais, hein, notamment en termes d'écoute, beaucoup. Quand je discute avec vous, tous les office managers me disent ça, me disent qu'ils passent quand même beaucoup de temps à l'écoute des collaborateurs. Comment on fait quand on est à distance? Qu'est-ce qu'on fait aussi lorsqu'un collaborateur est en détresse? Ça, c'est une question que m'a été posée. Et puis, les outils que vous avez déployés, d'ailleurs, en support, on va vous poser voilà, une question dans les sondages, dans la rubrique sondage, d'ailleurs, pour savoir si vous aussi, vous avez déployé des outils en particulier. Muriel ou Olivier, peut-être Olivier, tiens, puisque c'était ton expression, le docteur sans diplôme. Je ne m'en souviens pas, mais oui. Ouais, non, moi je l'ai noté parce qu'elle m'a plu. Alors, comment on fait, voilà, comment on fait pour être à l'écoute à distance? Est-ce qu'il faut que tu téléphones ou que tu parles à beaucoup de collaborateurs dans la journée? Comment tu suis un petit peu l'état de santé? Qu'est-ce qu'on fait si tu détectes quelqu'un qui est en détresse? Comment ça se passe? Alors moi, ce qui se passe, c'est que je téléphone dès que je peux, ou je fais un visio dès que je peux, mais sinon je téléphone. Je passe le moins possible par les mails, tout simplement parce que ça me permet déjà, bon, de converser, c'est quand même plus sympa, et puis toujours quand on converse au téléphone, on peut demander comment tu vas, comment ça se passe, et puis peut-être aussi détecter les potentiels problèmes. Donc je passe tout simplement par ces méthodes-là, et j'appelle assez régulièrement un certain nombre de mes collaborateurs. Sur le sujet de voilà, que faire si un collaborateur est en détresse, déjà, faut arriver à le détecter, mais si on le détecte, il faut savoir déjà d'où vient sa détresse, professionnelle, personnelle, voilà, pourquoi il est en détresse, et surtout après, ne pas jouer au docteur et relayer aux professionnels s'il y en a le besoin. Et je dirais même, je pense, encore plus quand la personne est en distanciel. Quand c'est en présentiel, il faut s'en occuper urgemment, mais on est là, on est physiquement présent, on peut interagir très très vite.
en distanciel, ça se trouve, la personne en plus est isolée, elle est toute seule chez elle. Après ce coup de téléphone, elle raccroche, elle est de nouveau complètement toute seule dans sa bulle. Donc, il faut, je pense, réagir encore plus vite. En fonction du problème, il y a évidemment la médecine du travail, il y a les managers, après il y a la famille. Je sais qu'il y a certains office managers qui ont eu certains problèmes, enfin, des collaborateurs ayant été en situation de détresse, où c'est carrément, ils ont appelé la famille qu'ils avaient dans leur fiche de renseignement parce que la personne ne se sentait pas bien, mais n'osait pas le dire à sa famille. Donc, du coup, voilà, en fait, c'est surtout une fonction de relais, savoir identifier le problème et le relayer le plus vite possible à la personne concernée. Et oui. Muriel, est-ce que toi aussi tu es beaucoup en contact avec les collaborateurs? À quelle occasion d'ailleurs tu es en contact? Est-ce que tu peux sentir le pouls justement un petit peu de l'état de santé des collaborateurs, toi aussi? Tout à fait. En fait, on se rend compte, alors je suis principalement en contact avec eux s'il y a ne serait-ce qu'un besoin même matériel, un ordinateur qui ne fonctionne plus, un téléphone qui ne fonctionne plus, ou simplement au travers de différents projets transverses que l'on peut avoir. Et c'est toujours l'occasion aussi de sentir le pouls, de voir. Chez Mattel, on est quand même globalement une population ancienne, en tout cas on a beaucoup d'ancienneté dans l'entreprise, donc on se connaît tous globalement bien. Et on a l'habitude des comportements des uns et des autres. Donc, on est alerté tout de suite dès qu'on voit un changement de comportement d'une personne. Et je rejoins un petit peu ce que disait Olivier. Le fait est, on n'est pas supposé toujours solutionner, on n'a pas toujours les réponses à tout, bien évidemment, puisque ça peut être d'un ordre professionnel, mais d'un ordre personnel aussi, ou un tout. Mais c'est d'être capable d'aiguiller et de relayer auprès des bons interlocuteurs. Chez nous, chez Mattel aussi, on avait déjà pu échanger lors d'un précédent webinaire. On insiste énormément sur la santé mentale. Le groupe a mis en place une application Headspace aussi pour inviter les gens à faire de la méditation, à vraiment prendre soin d'eux aussi. Donc, c'est toute une éducation aussi des collaborateurs dans ce sens-là. Et oui. Isabelle, quels outils on peut déployer justement dans cette partie écoute, santé mentale des collaborateurs? Qu'est-ce qu'on fait quand un collaborateur va pas bien? En effet, c'est vrai que c'est plus difficile à distance parce qu'on peut moins détecter, en tout cas, ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire de ressentir en fait le mal-être entre guillemets de la personne, en tout cas ce sur quoi elle aurait besoin d'aide. C'est vrai que dans les couloirs, si vous croisez quelqu'un à la machine à café, vous lui demandez comment ça va et la personne vous dit ça va avec une tête de 6 pieds de long, vous allez le détecter beaucoup plus facilement qu'à distance, donc d'où l'importance encore une fois de la visio. Après, c'est vrai qu'en termes d'attitude, ça va être une attitude de soutien, d'écoute. Donc déjà faire preuve d'écoute active, donc de laisser la personne s'exprimer de manière libre, lui poser des questions ouvertes, reformuler pour être sûr aussi d'avoir bien compris. Comme l'ont dit Olivier et Muriel, aussi de bien cerner autant que possible si c'est des difficultés d'ordre professionnel ou personnel, parce que derrière, en effet, la fonction aussi de relais que peuvent avoir les office managers, d'aiguilleurs, va forcément aiguiller dans telle ou telle direction en fonction des problématiques. Si c'est d'ordre plutôt professionnel, le manager, sans doute, va être l'un des premiers relais pour voir si c'est une régulation de la charge ou éventuellement une problématique. Si c'est d'ordre plus personnel, peut-être que la médecine du travail, psychologue du travail seront des interlocuteurs plus adaptés. Mais c'est vrai que la posture d'écoute à distance, elle est clé. Et je dirais, il y a aussi un autre point qui est de se faire le relais des bonnes pratiques qui peuvent être éventuellement diffusées déjà dans l'organisation. Je pense notamment à tout ce qui est pratique sur la déconnexion. On sait que c'est plus difficile dans le contexte actuel. Il peut y avoir des bonnes pratiques. Éventuellement, les office managers peuvent s'en faire le relais. Je pense aussi à des aspects sur l'ergonomie, parfois du poste de travail. Alors, la difficulté du contexte actuel, c'est qu'il y a des situations très différentes, bien sûr, en fonction des domiciles des uns et des autres. Mais ça peut être de se faire le relais de bonnes pratiques en termes de posture, en termes d'aménagement éventuellement du poste de travail. Et aussi, justement, pouvoir remonter les besoins dans cette posture d'écoute, si les équipes nous font part aussi de besoins, de pouvoir les remonter à l'équipe RH au niveau de l'organisation pour voir aussi ce qui peut être mis en place. Oui, ça fait d'ailleurs le lien avec mes questions suivantes, justement sur la partie santé, mais aussi la partie sécurité. Il y a des obligations de l'employeur en matière de sécurité aussi du collaborateur, y compris à son domicile quand il est en télétravail.
Donc, j'imagine qu'il faut mettre à jour le document unique, éventuellement créer même un plan de continuité d'activité. Est-ce que vous avez audité l'installation du télétravailleur à son domicile, octroyer un budget d'installation? Je voyais Virginie qui posait la question aussi du matériel informatique, me semble-t-il, tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il faut octroyer un budget? Est-ce que vous avez référencé les bons outils, les équipements, créé des guides? Alors, guide, ça peut être la sécurité en télétravail, mais de l'ergonomie, ce dont vient de parler Isabelle. Muriel, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre? Alors, nous, on a fait au niveau des RH, a été édité un guide du télétravailleur qui reprend un petit peu tous ces aspects. D'ailleurs, je crois qu'on va voir juste après, pendant que tu parles, on peut passer les slides suivantes, voilà, qui montrent un petit peu ce qu'on peut trouver dans ce guide, dans ces guides. Voilà, donc on a édité à la fois le guide du télétravailleur et puis aussi le guide du manager en télétravail, avec ses responsabilités et ce qu'il en induit, donc par rapport, mais je crois qu'on reviendra dessus, Lionel, mais sur la partie équipement, en effet, on fournit l'équipement, que ce soit informatique, qui était certainement la question de Virginie dans le chat, la partie aussi ergonomie, confort du poste de travail, des doubles écrans, des chaises ergonomiques, enfin des choses comme ça. Donc, les bureaux n'étant plus occupés, pour l'instant, on n'a pas opté pour l'option budget alloué. On est juste parti sur l'idée que le mobilier de l'entreprise pouvait aller chez le collaborateur, en tout cas temporairement. Oui. Olivier, vous qui êtes passé du coup en full remote, quel conseil tu as donné ou comment êtes-vous intervenu en accompagnement des collaborateurs? Est-ce qu'il a fallu les équiper? Est-ce que vous prenez en charge par exemple un éventuel surcoût de l'assurance habitation du télétravailleur parce que du coup il a aussi une partie professionnelle, etc. Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça que vous avez dû mettre en place? Oui, alors du coup, nous, vu qu'on a rendu nos locaux, tout le matériel informatique présent dans les locaux, alors ça a été une vraie opération logistique parce que tous les Goudiens sont dispatchés partout en France. Nous l'avons dispatché chez eux. Nous avons fait des questionnaires, on a étudié leurs demandes, leurs besoins, et ensuite on a disséminé l'ensemble du matériel informatique, et pas qu'informatique, hein, c'est les bureaux, les chaises ergonomiques, etc., chez les collaborateurs qui en avaient le besoin. Il y en a qui étaient déjà équipés, d'autres pas du tout. Donc du coup, ça a été un peu, voilà, ça a été un peu une aventure, mais on l'a fait. Pour ce qui est des frais Oui. de télétravail, nous, Oui. on suit alors je ne sais plus de qui, mais de la directive, je ne sais plus qui a fait ça. En fait, ça passe par des... J'ai un bug. Je ne sais plus quel organisme gouvernemental a mis ça en place. C'est quoi par jour de télétravail. Les 2 € par jour, les fameux 2 € par jour. Oui, il y a une norme, c'est un conseil, je ne sais plus lequel, tu as raison, qui a édicté une norme de 2 € par jour. L'URSSAF. C'est l'URSSAF qui a mis ça en place et en fait on a suivi les recommandations de l'URSSAF, donc tous les Goudiens qui sont en télétravail, c'est-à-dire tout le monde sauf ceux qui sont en présentiel chez les clients, tous les Goudiens en télétravail reçoivent une compensation financière à la fin du mois. Ah oui, très bien. Alors, vous voyez effectivement, j'ai vu Karine et Muriel qui ont échangé. Donc, il y a à la fois donc ce guide du collaborateur télétravailleur sur lequel on est en train, nous aussi, de travailler. On vous le partagera. Un guide du responsable hiérarchique du télétravailleur. Il y a également, sur la slide suivante, on va le voir, la possibilité de partager le guide du droit à la déconnexion. C'est Isabelle qui en a parlé. C'est un sujet aussi important en télétravail. Donc, il faut informer sur ce droit à la déconnexion de toute façon chaque télétravailleur. Et puis, vous voyez une charte aussi du bon usage des outils numériques. Isabelle nous disait tout à l'heure, c'est bien aussi de partager les bonnes pratiques et les bons usages.
et notamment voilà, utiliser l'email à bon escient, faciliter l'exploitation des emails, veiller à avoir un bon usage des emails qui respecte l'organisation du travail ainsi que les temps de repos. Voilà, donc tout ça sera partagé. Évidemment, n'hésitez pas au sein du club Office Manager et puis sur le site de l'ARSEG, je pense avoir, d'ailleurs on posera la question tout de suite après à Mario Fernandez, on en profitera du pôle études et prospectives pour voir où est-ce qu'on pourra retrouver ces documents. Voilà, le temps qui nous était imparti est déjà passé, c'est incroyable. Merci beaucoup Muriel, Olivier et Isabelle pour cet échange et cette table ronde. Je vais maintenant passer à la rubrique rapidement Oh My Tips pour partager avec vous le retour que j'ai pu faire sur les kits mis à disposition des télétravailleurs, les solutions qui sont proposées aujourd'hui sur le marché. Alors, je me suis intéressé principalement au mobilier et aux kits table-chaise de bureau pour cette fois-là, pas l'équipement informatique. Alors, il y a de plus en plus de fournisseurs qui proposent des kits pour équiper le télétravailleur, mais sous forme de kit, eh bien, pas tant que ça. Alors, du matériel pour télétravailleurs ou de l'équipement pour télétravailleurs, oui, on en trouve partout, tous en proposent, mais dispatchés. Sous forme de kit, il n'y en a pas tant que ça. Alors, j'en ai trouvé quelques-uns, évidemment. Le plus connu, celui vers qui on se tourne presque, c'est un réflexe pavlovien, eh bien, c'est Bruno. Donc, vous voyez ici, Bruno propose un certain nombre de kits, table-chaise ou table-caisson. Donc, c'est intéressant. En plus, en ce moment, c'est en promo. Alors, on va juste rester un petit peu avant sur la slide précédente, juste pour vous dire que l'avantage, vous voyez, les prix sont affichés, au moins, c'est facile pour commander. Au niveau du Squadra et de l'éclat, le siège qui est proposé paraît plutôt bien au niveau ergonomique, moins sûr peut-être pour le Squadra. Je serai moins catégorique là-dessus. Et puis, ça reste par contre un peu basique quand même, et puis pas beaucoup de choix. C'est-à-dire, c'est ça où après il faut aller au détail. Slide suivante. Par contre, là, on entre déjà dans une offre que j'ai trouvée intéressante parce que c'est West Bureau qui propose ça. C'est un partenaire Steelcase. Parce que déjà, il propose différentes gammes. Et ça devient intéressant. Vous avez la gamme Pack Easy, Confort, Design. Et puis, alors, dans les Pack Easy et Confort, vous voyez que en plus les chaises, les fauteuils ont l'air plutôt bien au niveau ergonomique. Ils sont accompagnés d'une table. J'aime bien celle du pack confort, vous voyez, parce que elle bouge, elle roule, et ça, en ce moment, c'est pratique chez soi quand même, quand on veut pouvoir ranger dans un coin la table de bureau. Et puis vous pouvez y adjoindre des ustensiles, quelques équipements, un bras pour un écran ou une lampe ou des rangements. Et puis j'ai eu un petit coup de cœur. Alors même si la chaise, je suis pas sûr que toute la journée dessus, je sais pas ce qu'elle vaut au niveau ergonomique. Par contre, le pack slim, je le trouve super sympa parce que j'aime bien ce petit bureau qui se rétracte, qui se plie et qui se déplie et qui prend vraiment pas de place. Franchement, quand on n'a pas des grands espaces, je trouve ça super top, surtout qu'on peut ranger des trucs dedans. Donc, bravo pour le pack slim. Petit inconvénient quand même, c'est qu'il n'y a pas les prix. Voilà, on sait pas ce que ça coûte, faut demander. Bon, c'est la seule petite chose pour West Bureau. Et puis, finalement, mon préféré, c'est, vous le voyez ici, c'est le bureau contemporain. Vraiment super. Alors là, vous avez des gammes. Les gammes sont à chaque fois déclinées. Vous avez plusieurs options, plusieurs possibilités, plusieurs sièges et tables, mais toujours sous forme de kit. Ça démarre vraiment pas cher. Autre grand avantage, c'est que vous pouvez acheter ou vous pouvez louer. Donc, ça démarre à moins de 10 € par mois pendant 24 mois. Vous avez votre kit chaise bureau. Et donc, vous allez choisir dedans à chaque fois à l'intérieur d'un kit éco, médium ou premium. Il y a les prix, c'est très clair, c'est affiché. J'ai eu des retours de clients qui ont l'air de dire que ça fonctionne bien, qui sont livrés partout en France. Donc,
Bravo en tout cas pour cette offre-là qui m'a paru à moi la plus claire et en plus vraiment abordable. Alors, bien sûr, si vous allez dans les kits premium, là vous trouvez des choses moins abordables. Mais ça démarre en kit éco vraiment avec des trucs très sympas et toujours des fauteuils de bonne qualité, me semble-t-il, au niveau ergonomique. Alors, slide suivante, c'est un peu différent avec Bluedigo, mais j'ai voulu partager quand même parce que j'ai trouvé ça intéressant. Vous connaissez sans doute Bluedigo. Là, il propose un pass remote, c'est-à-dire que vous créez votre propre catalogue au choix du collaborateur. C'est lui qui choisit à l'intérieur du catalogue selon un budget prédéfini. Et puis, vous pouvez le trouver là aussi, les kits à l'achat ou à la location. Et c'est là aussi livré à domicile. Alors, ça nécessite juste avant de configurer votre espace et puis d'aller y choisir dedans les kits qui sont mis à la disposition ou qui sont à l'achat ou à la location pour le collaborateur. Mais j'ai trouvé ça, c'est malin. Je crois que ça fonctionne bien. J'ai vu aussi des retours clients qui disaient qu'ils étaient passés par cette offre et que ça fonctionnait bien, qu'ils en étaient contents. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais le partager. Enfin, pour finir, je voulais simplement vous partager le kit, le livre blanc du télétravail, et vous le connaissez sans doute peut-être déjà, les clés de la réussite, pour tout ce qui est aménagement, matériel, astuces et conseils. Bruno a fait un livre blanc qui est téléchargeable gratuitement, j'ai mis le lien dans la présentation, et qui est bien fait, franchement, qui est bien fait, qui est assez clair et qui récapitule en peu de pages finalement tout l'essentiel à savoir sur l'ergonomie, le choix des matériaux, des matériels et des équipements. Donc voilà, très bien fait, bravo. Voilà, c'était mes petits retours sur les solutions des kits du télétravailleur dans la rubrique Oh My Tips. Pour terminer, je voudrais accueillir Mario Fernandez, si Mario peut nous rejoindre sur scène, qui est chargé de mission au pôle études et prospectives de l'ARCEG. Bonjour Mario. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Alors Mario, petite question pour démarrer. Est-ce qu'on va pouvoir trouver tous ces guides-là dont Muriel nous parlait, guide à la droit à la déconnexion, guide des bonnes pratiques diverses et variées, on pourra les trouver quelque part sur le site de l'ARCEG? Alors, pour se dire, pour ces documents, il faut que je cherche un peu sur le site parce que je ne sais pas si j'ai la réponse définitive. Mais je vais revenir rapidement vers vous et quand je trouve ces documents, je vais le poster sur le site. Voilà. On doit indiquer au moins où c'est. Ouais, en tout cas, on y aura accès. On va bosser dessus. Oui, tout à fait. Cool. Eh ben, écoute, si c'est pas cette fois, ce sera la prochaine fois qu'on vous partagera les liens. Sinon, je les rajouterai dans la présentation qui, elle, sera partagée sur le site dans la rubrique Revivez nos événements. Tout à fait. Alors, tu vas nous parler, Mario, d'une étude socio-économique que vous préparez au sein du pôle études et prospectives de l'ARCEG, Office Manager, au cœur de la performance des entreprises, c'est ça? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je vais parler un tout petit peu de cette étude socio-économique que prépare l'ARCEG sur les Office Managers. Et pour cela, on verra pourquoi cette étude déjà est importante, ainsi que la valeur ajoutée de l'ARCEG dans cette démarche. Donc déjà, avant tout, partons d'une question qui est vraiment toute simple. Pourquoi proposer cette étude? Eh bien, pour plusieurs raisons. Comme vous le savez bien, aujourd'hui, il y a des grands changements en cours dans le monde du travail. Même après la pandémie, beaucoup de salariés vont probablement télétravailler quelques fois par semaine. Et cette tendance n'est pas neutre pour l'office management, parce qu'en effet, elle suppose déjà une évolution du métier et de sa manière de répondre aux besoins des entreprises et des salariés. Mais bon, il faut savoir aussi, et vous le savez peut-être, que les enjeux vont un peu plus loin que le télétravail, puisque maintenant, on travaille depuis chez nous, depuis les bureaux, depuis même des tiers-lieux parfois. Donc finalement, les hommes, ils pilotent de plus en plus d'espace, ce qui impacte aussi leur rôle, leur périmètre et même parfois leurs compétences. Donc voilà, avec tout cela, on peut dire les choses. Avec tous les changements en cours, les OM sont encore au cœur de la performance des entreprises, puisqu'ils pilotent des espaces, ils accompagnent les salariés, et ils œuvrent aussi à la cohésion et au bien-être des équipes. Et je pourrais continuer, mais si je continue, je risque de prendre trop de votre temps. Donc voilà, je vais juste... tu vas faire gonfler leur tête, là, dis donc, et leur c'est ça. Voilà.
Alors, pourquoi cette étude et surtout à quoi elle ressemblera, voilà. Voilà, exactement. Donc, juste pour finaliser ce message, les OM font beaucoup de choses pour les entreprises et d'ailleurs, ils font tellement de choses que cette année, l'ARCEG veut proposer en fait une étude qui analyse et valorise le métier. Donc, finalement, le but de cette étude, c'est de parler de vous, OM. On veut parler de qui vous êtes, de ce que vous faites et pourquoi en fait vous le faites. Donc, la grande question qu'on se pose, si on revient juste 2 slides avant, Lionel, s'il te plaît, excuse-moi. Voilà. Pourquoi l'ARCEG? Bon, déjà, il faut savoir qu'on représente l'environnement de travail depuis 1975 et que depuis notre naissance, notre association a voulu accroître la notoriété de notre filière, organiser l'analyse et la réflexion de nos métiers et aider aussi les professionnels à parler d'eux-mêmes de manière valorisante. Donc d'ailleurs, ce n'est pas un hasard qu'on a déjà réalisé 5 études socio-économiques par le passé, commençant par 2004 et le dernier qui date de 2020. D'ailleurs, si vous êtes curieux, bon, il y a l'image en fait de l'étude sur la présentation, mais j'ai aussi le petit exemplaire ici en live sur l'étude socio-économique pour les DET cette fois-ci. Et pour montrer un peu son contenu, comme l'indique la slide présente, je vous montrerai rapidement quelques graphiques qu'on peut trouver dans cette étude pour vous montrer ce que vous pourrez trouver aussi dans l'étude OM. Donc voilà, là par exemple, on a vu on a délimité un peu le périmètre du DET, on a vu en fait l'évolution de son périmètre aussi, s'il est resté stable, s'il a vu plus de domaines en fait rentrer dans son périmètre d'activité, et aussi comment il gérait certaines familles d'activités. Donc voilà, ça c'est un exemple pour les DET. On verra en fait cela aussi dans l'étude des EM, ça fait partie en fait de son contenu. Donc voilà, pour dire que par l'expérience et l'ADN de l'ARCEG, nous allons produire une étude pour analyser et valoriser le métier de l'Office Manager. Et il sera gratuit pour tous les adhérents de l'ARCEG et il sortira à la fin de l'année. Et en termes du contenu et de la méthodologie, nous allons diviser notre recherche en 2 phases. La première phase qui sera quantitative. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recueillir des données des DET via un questionnaire, qui est d'ailleurs déjà opérationnel. Vous pouvez le trouver en fait sur le lien de cette présentation, qui sera disponible à tous ceux qui ont participé en fait à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à le remplir. Et finalement, une phase qualitative pour recueillir quelques verbatims et d'autres éléments d'analyse via des entretiens avec des office managers. Donc voilà, comme je disais, le questionnaire est déjà disponible. Donc n'hésitez pas à cliquer sur notre questionnaire sur ce slide. Et si vous voulez participer aussi aux entretiens, en fait, pour les verbatims, pour les éléments d'analyse, n'hésitez pas à contacter en fait l'ARCEG à tout moment. Donc voilà, une fois qu'on aura tous ces éléments, nous allons rédiger l'étude qui fera entre 40 et 50 pages. Oui. Et ouais, voilà, l'ARCEG, on va jusqu'au bout. Donc, on n'aime pas faire des études trop légères parce qu'on estime que nos productions aident aussi à structurer les connaissances sur des métiers et sur l'ensemble d'une filière. Donc, c'est aussi en partie notre valeur ajoutée. Donc, voilà, juste pour vous dire, chers OM, qu'on travaille sur cette étude. Super, merci beaucoup Mario. Enfin, on voit effectivement que on parlera du profil type et puis des moyens de gestion du métier. Donc, si j'ai bien compris, il y a d'ores et déjà un questionnaire qui est en ligne auquel vous pouvez répondre et à travers le lien qui est présent sur ce support de présentation qui sera partagé avec vous sur le site de l'ARCEG dans la rubrique Revivez nos événements, et puis donc une phase qualitative qui suivra et là que vous organiserez, j'imagine, en entretien one-to-one avec des office managers. Merci beaucoup Mario. Merci Lionel. Merci surtout bon courage et surtout bon courage. Hein. Bon, il y a du travail à faire. Un petit peu de boulot. Voilà. C'est ça. Isabelle, Muriel, Olivier, merci beaucoup encore de votre participation. Ça passe encore hyper vite. Vous voyez, ça y est, l'heure est passée. C'est comme ça que s'achève notre 3e édition d'O My Webinar. Vous voyez que eh bien, c'est l'heure de mettre du chocolat dans nos vies bientôt. Voilà, c'est Pâques. Je sais que Muriel cherche d'ailleurs des petites choses là-dessus. Non, tu ne cherches pas à faire une petite animation en lien avec ça?
Tout à fait. Alors, c'est encore top secret pour nos matéliens, mais oui, tout à fait. On va leur faire un envoi chocolaté, mais pas que chocolaté. Et on va lancer un petit concours, un petit challenge entre eux aussi, virtuel, mais bon, après tout. Voilà, je vous en dirai plus la prochaine fois. Ouais, c'était très sympa. On a fait un truc comme ça avec le pôle communication et événementiel de l'ARSEG récemment. J'en profite pour saluer d'ailleurs Caroline et Clémentine qui sont en réalisation de ce webinaire. Merci à vous. Et donc, elles nous avaient trouvé comme ça une animation qui était très sympa. On recevait notre coffret avec plein de chocolats différents dedans et on a eu quelqu'un en visio qui nous a fait déguster ce chocolat, qui nous a expliqué les différents terroirs des chocolats et des fèves notamment, parce qu'il y a des terroirs comme dans le vin, comme dans le fromage finalement pour le chocolat, et on a voyagé à travers le monde, c'était super sympa. Et puis voilà, j'ai fait une petite crise de foie le lendemain, mais c'est pas grave, ça c'est normal, ça fait partie de Pâques. C'est les joies de Pâques, ça. Voilà, donc tu nous diras, Muriel, la prochaine fois, tu nous feras un petit retour sur cette, tout à fait. Sur cette animation. Voilà, donc merci beaucoup à vous trois, merci à Mario Fernandez, merci à vous qui avez aussi contribué à la préparation et à l'organisation de ce webinaire. Je dois vous remercier aussi tous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Si vous avez apprécié cette session, n'hésitez pas à recommander le replay de l'émission à votre réseau, un replay qui sera accessible via la rubrique « Revivez nos événements » du site de l'ARSEG, www.arseg.asso.fr. Voilà, je vous donne rendez-vous le 13 avril prochain pour un webinaire organisé par le club Bien-être et Développement Durable qui portera, lui, sur, devinez quoi, comment donner envie de revenir au bureau? C'est vraiment le sujet des semaines et des mois qui viennent avec le témoignage notamment de Magali Audibert de chez Carrefour France. Voilà, merci à tous, très bonne soirée et à très bientôt. Salut. Merci. Merci. Bonne soirée à tous et à toutes. Bye bye. Merci, au revoir. Au revoir.